C'est dans l'élégance glacée d'un appartement haussmannien que tout commence. Les rires étouffés des convives et le tintement des coupes de champagne masquent à peine l'atmosphère pesante. Amélie, vêtue d'une robe qui ne lui ressemble pas, échange des regards furtifs avec sa mère. Colette, toujours en contrôle, s'assure que tout soit parfait pour Antoine. Mais Antoine, ses sourires sont rares, ses mots calculés. Et quand il fixe Amélie, ce n'est pas avec tendresse, mais avec une indifférence qui glace. Amélie se sent prise au piège, une marionnette dans le théâtre des ambitions de sa mère. Peu savait-elle que cette soirée marquerait le début de sa révolte. Les rues de Paris respirent une autre vie. Ici, pas de dorures, pas de masques sociaux. Juste des âmes brisées qui trouvent un peu de répit grâce à la douceur d'Amélie. Elle tend une soupe chaude, un sourire sincère. Mais ce soir, quelque chose est différent. L'ombre d'une silhouette inattendue, un homme avec un appareil photo, un regard curieux, Théo. Il capte tout. Les rires timides, les regards lasses, la compassion d'Amélie. Un moment fugace, mais un frisson d'inconnu. Qui était-il, ce témoin silencieux de son combat secret? Un café bruyant, un hasard arrangé par le destin. Théo, ce photographe avec une passion évidente pour l'imprévu, se moque doucement d'elle pour une tasse de café qu'elle ne boit pas. Ses mots, incisifs mais pleins de chaleur, trouvent une cible inattendue. Amélie ne sait pas si elle veut le fuir ou l'écouter encore. Ses paroles la dérangent, mais dans ce désordre, elle trouve une étincelle. « Qui es-tu pour me juger ?» aurait-elle voulu répondre. Mais les mots sont restés coincés. C'est dans une galerie lumineuse, où chaque tableau raconte une histoire, que Théo propose un projet impossible à refuser. Capturer les invisibles de Paris, leur vie et leur lutte à travers son objectif. Amélie hésite, tiraillée par l'envie de fuir l'étouffante perfection de sa vie et par la peur de décevoir encore une fois Colette. Si seulement elle savait combien cette décision allait bouleverser sa vie et son cœur. Les notes d'un quatuor classique s'échappent d'un salon richement décoré, mais Amélie n'y est plus. Elle court dans les rues éclairées par la lumière tremblante des réverbères pour rejoindre Théo. Cette nuit-là, il capture non seulement des images, mais aussi une profonde vérité. Sous les étoiles parisiennes, un murmure naissait dans son cœur. Était-ce cela, être vivante? Au petit matin, dans un café du quartier latin, l'harmonie fragile se brise. Colette, furieuse, surgit, sa voix tranchante comme une lame. Théo défend Amélie avec une intensité inattendue, mais c'est trop pour elle. Les émotions éclatent, laissant Amélie à la croisée des chemins. Entre la colère de sa mère et la chaleur imprévisible de Théo, Amélie sentit pour la première fois le poids de son propre choix. Allait-elle le porter ou fuir encore? La soirée s'étirait dans un mélange étrange de luxe et de suffocation. L'appartement, une prouesse d'élégance parisienne, scintillait sous des lustres d'un autre siècle, mais aucune lumière ne pouvait dissiper l'atmosphère pesante qui pesait sur Amélie. Tout autour d'elle, des murmures polis s'entremêlaient avec le tintement des verres de cristal, mais son esprit était ailleurs, perdu dans une cacophonie de doutes. Colette, sa mère, était dans son élément. Ses paroles, soigneusement choisies, peignaient un portrait flatteur d'Antoine, cet héritier parfait qu'elle avait choisi pour sa fille. Pourtant, sous la surface de cette perfection orchestrée, Amélie sentait son cœur se contracter, comme si chaque sourire faux de sa mère lui arrachait un morceau de son âme. Antoine, quant à lui, ne semblait pas davantage impliqué. Sa posture arrogante et son regard distant trahissaient une indifférence qui, paradoxalement, blessait Amélie plus profondément qu'une insulte directe. Elle ne voyait en lui qu'un avenir terne, une cage dorée où ses rêves de pâtisserie s'effaceraient comme un nuage dans le ciel gris. Et pourtant, elle était là, prisonnière d'un rôle qu'elle n'avait jamais choisi. Chaque mot échangé ce soir résonnait comme un écho du futur qu'elle redoutait, une vie de compromis, de sacrifices muets et d'ambition étouffée au nom du devoir. Dans les ruelles de Paris, loin des artifices des salons dorés, Amélie trouvait un semblant de liberté. Ici, sous les lumières froides des lampadaires, elle n'était pas une fille à marier, mais une âme généreuse tendant la main à des inconnus oubliés du monde. Chaque sourire qu'elle offrait, chaque mot qu'elle partageait, était une bouffée d'authenticité qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Une présence inhabituelle flotta dans l'air. Un homme, vêtu simplement, observait, un appareil photo à la main. Ses mouvements étaient calmes, mais son regard captivait. Il semblait voir au-delà des gestes, percer le voile des apparences pour capturer l'essence de ce moment. Amélie sentit un mélange étrange d'inconfort et de curiosité. Qui était-il? Que cherchait-il à travers cet objectif? Dans cet instant suspendu, elle sentit que sa vie, jusque-là si prévisible, venait de croiser une ombre d'inconnu. Le hasard, ce maître du destin, les réunit à nouveau dans un café animé. Amélie, assise dans un coin,
tentait d'oublier le poids de ses obligations en sirotant un café qu'elle n'aimait même pas. Théo, le photographe, apparut comme une tempête inattendue. Ses mots, pleins de légèreté et pourtant chargés d'une vérité implacable, percèrent les défenses qu'elle s'était efforcée de construire. Il ne connaissait rien d'elle, et pourtant, ses remarques la touchaient là où elle était la plus vulnérable. Ce n'était pas un jugement, mais une invitation déguisée, une invitation à se regarder, vraiment, à travers un prisme qu'elle avait évité toute sa vie. Pour la première fois depuis longtemps, Amélie sentit qu'on ne la regardait pas comme un devoir, mais comme une énigme à résoudre. Cela la terrifia autant que cela l'attirait. La galerie d'art respirait une sérénité artistique, mais pour Amélie, chaque tableau semblait un miroir reflétant son propre chaos intérieur. Théo, avec sa passion pour les histoires invisibles, lui proposa une idée qui semblait insensée. Participer à un projet pour révéler la beauté et la douleur de ceux que Paris ignorait. La peur la paralysa d'abord. Comment pouvait-elle, elle, une fille enveloppée dans les privilèges de sa famille, prétendre comprendre ses vies, et pourtant, au fond d'elle, une flamme vacillante commença à brûler. Théo n'était pas simplement un photographe, il était une force qui défiait son inertie. Dans cet instant, elle sentit que dire oui à ce projet, c'était dire oui à quelque chose de plus grand, une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais osé imaginer. La nuit était calme, presque complice. Fuyant l'atmosphère suffocante d'un concert organisé par sa mère, Amélie courut, ses pas résonnant sur les pavés de Paris. Elle rejoignit Théo, et sous la lumière douce des réverbères, elle découvrit un autre visage de sa ville. Chaque photo prise, chaque rire échangé, faisait tomber les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur. Elle ne savait pas où cela l'amènerait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Libre de ressentir, d'imaginer, de rêver. La nuit parisienne semblait chuchoter des promesses. Elle ne savait pas encore lesquelles croire, mais elle savait qu'elle voulait écouter. Mais la liberté a un prix, et Amélie le découvrit au petit matin. Dans un café où elle espérait trouver refuge, Colette arriva comme une tempête. Sa voix tranchante fendit l'air, et les accusations pleuvaient. Théo, témoin et acteur involontaire de cette scène, intervint, défendant Amélie avec une passion qui la laissa sans voix. La confrontation fut brève, mais elle laissa des cicatrices. Amélie, debout entre deux forces opposées, sa mère et cet homme qu'elle connaissait à peine, prit conscience d'une vérité douloureuse. Choisir Théo signifiait briser les chaînes invisibles que Colette avait forgées autour de sa vie. Alors que le silence retombait, Amélie sentit que son cœur, tiraillé entre peur et désir, venait de franchir une frontière invisible. Rien ne serait plus comme avant. Les premiers rayons du soleil n'apportèrent aucune réponse, seulement des questions. Quelle version d'elle-même Amélie aurait-elle le courage de devenir ? Amélie pensait que la distance pourrait apaiser son esprit, que fuir Théo, éviter ses appels et ignorer ses messages suffirait à étouffer le tumulte dans son cœur. Mais chaque silence qu'elle imposait ne faisait qu'amplifier le bruit intérieur. Dans ce retrait volontaire, elle n'avait pas anticipé l'obstination de Théo, ni la manière dont il traduirait ses émotions en actes. Les fleurs arrivèrent d'abord, des bouquets élégants mais modestes, accompagnés de notes manuscrites, chaque mot soigneusement choisi pour révéler sans imposer, pour séduire sans manipuler. Les mots de Théo, pourtant si simples, résonnaient comme un écho de ce que son cœur cherchait désespérément à nier. Car derrière chaque pétale, derrière chaque phrase, il y avait une vérité qu'Amélie ne pouvait plus ignorer. Théo voyait en elle ce qu'elle-même ne parvenait pas à affronter. « Mais que vaut un rêve ?» se demanda-t-elle. « Si le chemin pour le suivre signifie trahir tout ce que l'on a toujours connu. » Les souvenirs, pourtant si douloureux, vinrent la hanter à nouveau. La petite fille qu'elle avait été, penchée sur des carnets où s'esquissaient ses premiers gâteaux, rêvant de vitrines remplies de créations sucrées, semblait si lointaine. Amélie se souvenait de la manière dont sa mère avait toujours détourné ses rêves, les qualifiant de frivoles, d'inutiles. Colette ne voyait en eux qu'un gaspillage de temps, une distraction face à des ambitions plus grandes, plus importantes. Et pourtant, ses rêves refusaient de mourir. À chaque instant de doute, les visages des habitants de la rue, de ceux qu'elle aidait à travers ses gestes simples mais sincères, revenaient illuminer son esprit. Ces souvenirs-là, comme les pétales des fleurs de Théo, étaient la preuve que ses choix, même petits, avaient une valeur. Mais Colette, avec son passé marqué par la lutte pour survivre, projetait sans relâche ses propres peurs sur sa fille. Pour elle, l'amour n'était qu'un luxe, que seuls ceux qui avaient déjà tout pouvaient se permettre. Et ainsi, Amélie se retrouvait à porter un héritage qu'elle n'avait jamais demandé, mais qu'elle n'avait pas non plus la force de rejeter. Théo n'était pas une énigme, mais un paradoxe. Sous l'apparence d'un homme confiant et idéaliste,
Il portait ses propres cicatrices, des blessures laissées par un passé qu'il avait tenté de réconcilier avec son présent. Les rues de Paris étaient à la fois sa toile et son refuge, un lieu où il pouvait transformer la douleur en art, mais où chaque photo était aussi un rappel de ses échecs passés. Il venait d'un monde bien différent de celui d'Amélie, mais cela ne l'avait jamais effrayé. Ce qui l'effrayait, c'était son propre cœur, cette partie de lui qui ne pouvait s'empêcher de rêver à quelque chose de plus. Théo savait que son amour pour Amélie n'était pas simplement une attirance, mais une rédemption, une chance de prouver que malgré ses erreurs, il pouvait encore construire quelque chose de beau. Mais l'amour, Théo le savait, n'était jamais simple. C'était un combat contre soi-même, contre les attentes des autres et parfois contre l'être aimé. Colette n'était pas une femme à prendre à la légère. Elle savait jouer les cartes que la vie lui avait données et elle n'avait jamais peur de se salir les mains pour protéger ce qu'elle considérait comme juste. Pour elle, Théo représentait une menace, non seulement pour le futur d'Amélie, mais aussi pour son propre héritage. En unissant ses forces à Antoine, elle chercha à démanteler le mystère autour de Théo. Les découvertes qu'elle fit ne la surprirent pas. Une famille modeste, un passé marqué par des batailles sociales et même une brève incursion dans les limites de la légalité. Mais pour Colette, chaque détail devenait une arme, un outil pour saper l'image de Théo et le renvoyer à sa place. Pour Colette, l'amour n'avait pas sa place dans les calculs froids de la survie, et elle s'assurait qu'Amélie partage cette vision, qu'elle le veuille ou non. Lorsque Colette vint révéler ses secrets à Amélie, elle le fit avec une précision clinique, chaque mot choisi pour instiller le doute sans qu'il ne devienne un ordre direct. Pour une mère, cela aurait pu être un acte de protection. Pour Amélie, cela ressemblait à une trahison déguisée. Amélie, déjà confuse et vulnérable, se sentit soudain submergée par une vague de questions. Pouvait-elle faire confiance à Théo, cet homme qui semblait à la fois si sincère et si insaisissable? Et si sa mère avait raison? Si Théo n'était qu'un rêveur incapable de lui offrir autre chose que des promesses creuses? Le doute s'insinuait en elle comme une ombre, menaçant d'éteindre la lumière qu'elle avait commencé à apercevoir. Mais Amélie n'était pas du genre à fuir les vérités, aussi douloureuses soient-elles. Lorsqu'elle confronta Théo, ce fut avec un mélange d'angoisse et d'espoir. Elle voulait des réponses, mais surtout, elle voulait des raisons de croire. Et Théo, dans une sincérité désarmante, lui offrit bien plus que des explications. Il ouvrit son cœur, révélant ses échecs, ses luttes, mais aussi son espoir inébranlable en une humanité plus juste. Dans cette confession, Amélie trouva non seulement une vérité, mais aussi un miroir. Car Théo, avec ses imperfections et sa passion, lui montrait qu'elle aussi avait le droit d'être imparfaite, qu'elle aussi avait le droit de rêver. Et dans cette vérité, Amélie comprit qu'aimer n'était pas un luxe, mais une nécessité, une flamme qu'elle ne pouvait plus ignorer. La fête de Réveillon, sous les lumières étincelantes de Paris, devint le théâtre d'une confrontation décisive. Alors que Théo, dans un geste audacieux, déclara son amour pour Amélie devant une foule incrédule, Antoine, rongé par le mépris et la jalousie, éclata de colère. Ce fut une scène de vérité brutale, où Amélie, enfin, trouva sa voie. Elle choisit Théo, non par défi envers Antoine ou sa mère, mais parce qu'en lui, elle voyait une promesse de liberté, de vérité et d'amour. Et dans cet instant, sous les feux d'artifice de Paris, Amélie sentit que le chemin vers elle-même venait enfin de commencer. Pour Amélie, le monde semblait différent, comme si les couleurs de Paris étaient enfin devenues visibles. Ce n'était pas que les défis avaient disparu. Ils étaient là, innombrables, comme des vagues prêtes à l'assaillir. Mais elle avait Théo, et avec lui, une nouvelle perspective. Ils partageaient un lien fragile mais sincère, tissé à partir de leurs imperfections respectives. Leur amour n'était pas une réponse à tous leurs problèmes, mais une fondation sur laquelle ils pouvaient bâtir quelque chose de réel. Amélie trouva un sens renouvelé dans son rêve de pâtisserie. Avec Théo à ses côtés, l'idée d'ouvrir son propre café n'était plus une chimère, mais une possibilité. Chaque étape était une lutte. Trouver un local, surmonter les doutes intérieurs, faire face aux regards sceptiques. Mais pour la première fois, elle avançait pour elle-même, non pour répondre aux attentes des autres. Et pourtant, chaque réussite, aussi petite soit-elle, portait en elle le goût d'une liberté arrachée à des années d'enchaînement silencieux. Colette, de son côté, observait ces changements avec une frustration mêlée d'une douleur qu'elle ne comprenait pas entièrement. La réussite d'Amélie n'était pas celle qu'elle avait planifiée, et cela, pour une femme comme elle, était une forme d'échec personnel. Mais il y avait aussi une fissure dans son armure. Loin d'Amélie, loin de ses ambitions pour elle, Colette ressentit une solitude qu'elle n'avait jamais anticipée. Lorsqu'elle fit un pas vers sa fille, ce fut maladroit, presque hésitant. Elle n'était pas une femme habituée à admettre ses torts. Mais Amélie, bien qu'encore marquée par les blessures de leur passé, trouva en elle une force inattendue, celle de pardonner.
non pas pour oublier ou excuser, mais pour avancer sans haine. Dans cet acte de pardon, Amélie comprit que se libérer de sa mère ne signifiait pas la rejeter, mais apprendre à exister en dehors de son ombre. Mais tous ne partageaient pas cette paix naissante. Antoine, blessé dans son orgueil et consumé par une colère qu'il ne pouvait maîtriser, se mit à élaborer un plan. Il voyait dans Théo non seulement un rival, mais une menace à tout ce qu'il représentait. L'ordre, le statut, le contrôle. Dans son obsession, il plongea dans les failles du passé de Théo, exhumant des vérités et des mensonges qu'il tordit en une arme. Mais ce n'était pas seulement Théo qu'il visait. En s'attaquant à lui, Antoine espérait atteindre Amélie, briser son élan et la ramener dans le cadre qu'il avait dessiné pour elle. Pour Antoine, la vengeance n'était pas une option, mais une nécessité, un moyen de prouver que personne ne pouvait défier son pouvoir sans en payer le prix. La pâtisserie d'Amélie devint le symbole de sa nouvelle vie, mais aussi la cible de forces opposées. Les sabotages commencèrent discrètement, des livraisons manquées, des rumeurs insinuées dans le quartier, des regards soupçonneux. Mais bientôt, les attaques devinrent plus audacieuses. Les dégradations nocturnes et les dénonciations anonymes mirent Amélie et Théo à rude épreuve. Dans ces moments de crise, leur amour fut testé. Les doutes s'immisçaient parfois, comme des ombres dans une lumière vacillante. Mais pour chaque obstacle, Amélie et Théo trouvaient en eux-mêmes et en leur relation une raison de persévérer. Car la liberté qu'ils avaient choisie n'était pas sans coût, mais c'était un prix qu'ils étaient prêts à payer, ensemble. Antoine, dans sa détermination à détruire, finit par se détruire lui-même. Son arrogance devint sa chute lorsqu'Amélie et Théo, aidés par des alliés inattendus, découvrirent les preuves de ses manipulations. Dans une confrontation publique, au cœur même de la société parisienne qu'il chérissait tant, ses mensonges furent dévoilés. Amélie, debout face à Antoine, ne le regardait plus avec peur ou colère, mais avec une clarté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle ne voyait plus en lui un monstre ou un ennemi, mais un homme perdu dans son propre besoin de contrôle. Et dans ce moment, elle trouva une paix qu'il ne pourrait jamais lui enlever. La vérité éclata, non comme une vengeance, mais comme une libération, permettant à chacun de porter enfin son propre poids. La pâtisserie d'Amélie, après avoir survécu à tant de tempêtes, devint un phare. Les habitants de Paris, touchés par son histoire et par la sincérité de ses créations, en firent un lieu de rassemblement. Théo, à travers ses photographies, immortalisait ces moments, capturant l'essence même de ce qu'ils avaient construit ensemble. Et dans cette vie qu'ils avaient choisie, Amélie trouva enfin une version d'elle-même qu'elle pouvait aimer. Une femme libre, imparfaite, mais profondément vivante. Et sous les lumières de Paris, Amélie et Théo comprirent que leur histoire, loin d'être un conte de fées, était une vérité, belle et brute, écrite par leur choix et leur courage. Les défis ne disparaîtraient jamais, mais dans chaque obstacle, il y aurait une nouvelle chance de grandir, d'aimer et de rêver. Car la véritable liberté, Amélie le savait désormais, ne se trouvait pas dans l'absence de contraintes, mais dans le courage de les défier.